l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il y a la grande histoire et les petites histoires. Il y a aussi parfois un croisement entre les deux. Je m'appelle Pierre Le Riche, je suis journaliste à RCF en Normandie et je vais tenter au mieux de vous raconter le parcours de deux prêtres, deux hommes engagés très tôt dans la résistance, dont la vie et la mort se rejoignent sur un point, le courage face à l'horreur. Ils sont au moins 138 prêtres, religieuses et religieux à avoir été tués pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Calvados. Jean Daligo en fait partie. Ce n'est pas un prêtre comme les autres, c'est un avant-gardiste, un anticonformiste, aussi et surtout un artiste. Cet homme de foi fera partie des tout premiers résistants, un peintre et sculpteur dont les œuvres d'avant-guerre témoignent d'un talent et dont celles dans les camps témoignent du cauchemar et de son génie. Épisode 1, Jean Casse-Gueule, l'artiste du diocèse. C'est un artiste, hein, c'est un personnage assez extraordinaire. C'est un artiste, j'ai envie de dire un gars qui n'a pas peur, qui ose. Père Pascal Marie est prêtre à Honfleur. Il a mené d'importantes recherches sur les religieux du Calvados à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, y compris sur l'abbé Jean Daligo. Il a un côté très agréable. Il est capable, lorsqu'il est en paroisse, d'aller manger chez les gens en toute simplicité, et puis de avoir un contact très familier avec les gens. Il s'intéresse aux gens. Même s'il connaît rien à la chasse, mais parce que les gens aiment la chasse, et il va aller voir, il va y aller pour comprendre, etc. Enfin, il a vraiment un souci d'être avec les gens, de pouvoir vivre ce qu'ils vivent. Jean Daligo est né le 8 juin 1899 à Caen. Un pied dans un siècle et un pied dans l'autre, il aura bientôt un petit frère, René. Ses parents leur permettent de vivre dans un milieu relativement aisé. Le père, Monsieur Daligo, travaille dans les chemins de fer, comptable. Maman, Madame Daligo, dans la mécanique. Un foyer qui vit en plein centre-ville, rue Mélingue. Jean grandit dans cette nouvelle ère moderne qui n'est pas encore bouleversée par des guerres bientôt pleinement industrialisées. Sur les bancs de l'école, il apprend l'anglais, l'allemand et son professeur de dessin soufflera à ses parents l'idée d'un avenir dans le monde des arts. L'élève est intelligent. Il lui arrive aussi de faire preuve de certains coups d'éclat, comme le jour où, en pleine salle de classe, il dégaine un revolver. Stupeur et retenue à la clé. Des études à l'école et au lycée Sainte-Marie, une entrée au séminaire de Bayeux, le voilà d'un coup mobilisé dans l'armée du Levant à la fin de la Première Guerre mondiale. Une expérience qui l'emmène en Syrie, puis au Liban. Il ne tire pas sur l'ennemi, il est en retrait dans les bureaux, à la fois comme instituteur dans une école militaire, mais aussi comme employé au service du chiffre de l'état-major. Double casquette et un premier mystère pour l'énigme Daligo. Puis, après tout un périple dans les pays du Moyen-Orient, il revient dans le diocèse pour rejoindre le séminaire de Bayeux. Il a achevé sa formation vers la prêtrise et il est ordonné prêtre en 1924 pour le diocèse de Bayeux et Lisieux. Il est, après cette ordination, nommé à Trouville, puis à Vire, à Notre-Dame de Vire, toujours comme vicaire, et ce n'est que en 1930 qu'il devient curé. Alors d'un petit village, enfin de 3 villages plus exactement, mais surtout de son lieu de résidence qui s'appelle Hollandon. Hollandon, c'est près de Falaise, c'est à quelques kilomètres de Falaise. Et c'est là où il va donc être curé pendant 6 ans,
avant de, pour des raisons qu'on ne mesure pas encore tout à fait, avant de devenir ce qu'on appelle prêtre habitué, c'est-à-dire il est déchargé de tout ministère et pendant plusieurs années il va résider chez sa mère jusqu'à la déclaration de Seconde Guerre mondiale, où là il va reprendre un peu de service du ministère à Villerville, donc c'est entre Honfleur et Deauville. Jean d'Aligot est un homme qui se construit et qui aime construire. Il a le don de la mécanique dans le sang, à tel point qu'il se construira un bateau et même un avion. Bricoleur, tête en l'air aussi. Un prêtre qui dénote dans un univers parfois très carré. On l'affûte d'ailleurs d'un surnom pour son côté intrépide, Jean Casse-Gueule. Il est impatient, on sent bien, il est alors, le côté administratif ne lui plaît absolument pas. C'est vrai qu'il a, par de nombreux points, en effet, ce côté hors norme. Il sort un peu de toutes les règles, toutes les procédures, un petit peu des fois, un petit peu ecclésiales, qui pourraient être un peu confinées, etc. Lui, non, il fonce. Et puis avec ce côté bouillonnant, artiste, il est là aujourd'hui, demain il y est pas, on sait pas où il est, etc. Enfin voilà, il oublie des fois des offices, mais ça le dérange pas plus. Les registres, il les signe quand il a envie de les signer. Voilà. Un artiste au sens plein du terme, ce d'Aligot. Un prêtre très investi et aimé par ses paroissiens qui lui pardonnent ses étourderies. Ce territoire, le Calvados, il le connaît bien. Il le sillonne avec sa propre voiture qu'il a co-construit dès 1925. Un prêtre motorisé, à ce moment-là, ça se voit. Jean d'Aligot met le cœur à l'ouvrage, l'esprit moderne et le sens de l'humour. Il organise une séance de cinéma en face de l'église de Perrières. C'est au début des années 30, le cinéma parlant existe tout juste depuis 1927, une projection à laquelle d'Aligot donne un nom, le pâté rural. Une autre fois, il crée l'événement à Noël. Dans une chapelle à Vire, il édifie une crèche monumentale, électrifiée, musicale et animée. Insérez donc une pièce dans la sébile de l'ange et celui-ci vous remerciera. Un automate doublé par des illuminations de toutes parts dans la crèche, des étoiles qui se mettent à scintiller et une boîte à musique dont sortent des airs de cantiques de Noël. Chant mélodieux, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Et puis en effet, c'est un peintre. Alors, voilà, il se focalise évidemment sur l'idée qu'il a au moment où il l'a, et tout le reste n'existe plus. Homme de foi, homme des arts aussi. Le dessin, l'aquarelle, le modelage, le moulage et même la gravure sur bois, ce touche-à-tout maîtrise les techniques. Alors c'est un artiste qui se cherche, l'abbé d'Aligot. Au départ, c'est un peintre amateur. Donc les premiers dessins qu'il fait, il est séminariste. Il peint à l'abside de la cathédrale de Bayeux. Et on a une vue de lui de 1921 de Port-en-Bessin.
voilà, quelques toiles de lui, puis il va exposer au Salon des peintres de Basse-Normandie, avec tous les autres peintres normands de l'époque. Donc il commence à être reconnu comme prêtre-peintre ou peintre-prêtre, je ne sais pas comment on peut dire. Il a un certain succès, voilà. Mais lui est un peu en recherche. Ce qu'il peint ne lui plaît pas plus que cela. Il a ce désir de se perfectionner, de chercher, et puis surtout c'est quand même une époque où il y a différents courants picturaux et tout l'art moderne le passionne profondément. Alors il y a évidemment les nabis, puis très vite Van Gogh, même Picasso. Yves Van Guégan à ce titre dit que voilà, ils avaient des grandes conversations tous les deux sur la peinture moderne, et plus en effet le monde en ébullition des années d'avant-guerre explose, évidemment l'abbé Daligo va de plus en plus vouloir sortir des cases du figuratif pour entrer dans un art qu'il aimerait être du Daligo. Il doutait d'être un grand artiste, et l'angoisse au cœur il peignait des tournesols, des maisons tristes, de tournoyants soirs étoilés. Daligo ne fait pas encore du Daligo, mais cette Yvonne Guégan, la jeune femme n'est pas encore devenue une artiste locale incontournable. Nous sommes en 1940, la guerre a été déclarée, la France est occupée, la famille Guégan tient une pharmacie à Caen. Où il y a un soldat allemand qui est en train d'expliquer au pharmacien qu'il a des petits soucis intestinaux. Et donc l'abbé arrive, et lui qui parle allemand va se moquer ouvertement de ses problèmes et fait rire tous les gens qui sont à la pharmacie en expliquant ce dont l'allemand a besoin, c'est-à-dire que voilà, il a besoin évidemment de médicaments contre la diarrhée, vous aurez tout compris. Et voilà, il dit il parle de l'allemand comme de la pastille Valda. Voilà, ouvertement. Jean Daligo, l'espièglerie, même face aux nazis. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin claiming that D-Day is here. And of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. L'abbé Jean Daligo, peintre contre la barbarie, un podcast RCF documenté grâce au livre de Christian Dorière intitulé L'abbé Jean Daligo, un peintre dans les camps de la mort, et avec l'interview du père Pascal Marie, curé de Honfleur.